Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2010. Nous sommes avec Miguel de Bonita Soft, avec Ludovic de XWiki, donc deux personnes qui se connaissent bien. Bonjour. Bonjour. Donc merci d'être sur ce plateau. On va débattre, donc vous êtes tous les deux des éditeurs open source, et on va débattre du cloud. Donc qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui dans votre stratégie, aussi bien de l'aspect positif que l'aspect négatif. Mais j'aimerais quand même qu'on commence rapidement par une petite actu, quoi, simplement savoir où vous en êtes aujourd'hui chacun et ce que vous êtes venu faire à l'Open World Forum. On commence par Ludovic, si ça ne dérange pas. Alors nous aujourd'hui on est ici, on est participant à la Demo Cup cet après-midi. Donc on va en profiter pour montrer quelques créations et développements qui ont été faits aussi bien dans le produit que dans des projets autour utilisant XWiki. Donc on va montrer des résultats de projets de recherche par exemple avec du traitement sémantique des informations à l'intérieur du wiki. On va aussi montrer des features comme des annotations ou l'importeur Office dans XWiki. D'accord, très bien. Et toi, Miguel? Écoutez, ça nous fait vraiment plaisir d'être là parce que l'année dernière, on a eu une bonne nouvelle ici à l'Open World Forum parce qu'on avait justement remporté ce qu'aujourd'hui s'appelle la Demo Cup. L'année dernière, ça s'appelait l'Innovation Award. Donc pour nous, c'était l'occasion aussi de rencontrer un petit peu nos partenaires, nos clients, la communauté et parler un an après qu'est-ce qui est devenu Bonita Soft, présenter les nouveaux produits, présenter un peu nos développements et évidemment networker, quoi, non? Très bien, donc aujourd'hui le cloud, on en entend parler souvent à toutes les sauces, open ou pas open ou closed, je sais pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans votre stratégie en tant qu'éditeur? Parce qu'on a toujours ce questionnement du positionnement de l'éditeur, c'est déjà une question, mais du positionnement de l'éditeur open source, c'est déjà une question encore plus complexe. Donc quelle est aujourd'hui votre démarche par rapport à ça, Miguel? Écoute, pour nous, pour l'instant, ça n'a pas changé radicalement notre approche parce qu'en fait, c'est juste une opportunité complémentaire. Nous, on est un éditeur des logiciels open source, sur des solutions BPM. Donc, évidemment, pour l'instant, nous, notre business model, c'est autour il y a cette solution Bonita qui est téléchargeable gratuitement et qui après peut être installée dans différents environnements. Donc, l'arrivée du cloud, pour nous, c'est un environnement complémentaire d'installation et d'utilisation de notre solution, quoi. Et c'est ce qu'on commence à arriver, quoi. Il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui encore pas prêts pour les clouds, donc ils continuent à utiliser Bonita en mode un peu prémise. Ils l'installent dans leur serveur, dans leur data server, ils les mettent en production. Et on commence à avoir des personnes qui sont plus mûres et qui commencent à utiliser des clouds publics. Donc évidemment, ce qu'on a fait, c'est tester que notre solution se déploie dans des clouds type, par exemple, Amazon, à bas coût. On a testé avec même les supports de Microsoft que Bonita y tourne dans Azure. Et on commence à avoir aussi des gens qui commencent à être prêts pour les clouds privés parce qu'ils n'est pas encore prêts pour les clouds publics. On voudrait maîtriser un petit peu les clouds en interne et qu'ils utilisent des logiciels aussi open source type OpenStack, qui utilisent des choses comme Eucalyptus et d'autres pour construire leur cloud privé et à l'intérieur déployer Bonita. Donc pour nous, c'est juste une opportunité complémentaire. Évidemment, ce qu'il fallait qu'on fasse comme éditeur, c'était vraiment valider que Bonita tourne dans ces environnements-là, quoi. Très bien, et pour vous? Alors pour nous, le cloud c'est pas quelque chose qu'on considère comme vraiment nouveau. En fait, depuis 2004, notre logiciel il est virtualisable, c'est-à-dire qu'on peut tourner un serveur et faire tourner des espaces collaboratifs indépendants par client. On déploie même notre solution de cette façon-là à l'intérieur des entreprises, c'est-à-dire que chez les grandes entreprises, ils mettent une plateforme et ils ouvrent des wikis complètement séparés par équipe, avec des skins, des droits, des choses complètement différentes. Donc on est déjà en fait un peu, on peut dire, cloud ready. Ce qui est un peu nouveau, c'est le fait d'aller vendre en ligne aux entreprises de manière plus massive. Donc ça, c'est un peu nouveau. C'est éventuellement d'aller tourner sur des plateformes cloud d'un niveau au-dessus, comme celle de Google, sur des API cloud plutôt que sur du Linux virtualisé. Ça, c'est un peu nouveau et ça se développe. Donc plus ça se développe, évidemment, plus les entreprises sont éventuellement de plus en plus intéressées par ce genre de solution. Et donc nous, on essaie d'avoir des offres. Alors, la première chose, c'est que aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on fait déjà de l'hébergement pour nos clients. Donc, une part de notre business est significative dans l'hébergement des solutions pour nos clients. Donc, à chaque fois qu'un client nous demande, on leur propose de l'hébergement.
temps. Et là, on va lancer une offre, une offre cloud prête à l'emploi où les gens peuvent acheter en ligne des espaces de travail. Ça va sortir cet automne. Donc, ça sera tout automatisé et ce genre de choses. Et l'étape d'après, c'est la compatibilité avec des plateformes cloud de plus haut niveau. Donc, par exemple, faire tourner XWiki sur plateforme Google. Et moi, dans ma vision, c'est faire tourner XWiki sur des plateformes cloud de haut niveau standard. Parce que ça n'existe pas encore. Aujourd'hui, dans l'open source, il existe des Cassandra, des bases de données distribuées, mais il n'y a pas de standard. Et les API Google n'existent pas sous forme standard. Alors justement, sur ce point de vue-là, on participe, nous, on est un des acteurs importants du projet Compatible, qui est un projet de recherche du FEI 10 qui vient d'être accepté et qui a justement cet objectif, c'est de construire une plateforme cloud standard, compatible avec les plateformes leaders aujourd'hui du marché, donc ça va être Amazon, Google, et qui va permettre à des éditeurs comme nous, ou Nuxeo par exemple, qui participe aussi au projet, à pouvoir en une fois développer une solution qui marche aussi bien sur une solution de ces acteurs ou sur une solution pure open source, full cloud, que par exemple des hébergeurs vont pouvoir implémenter ensuite sur leur système, ou les entreprises vont pouvoir mettre en private cloud et nous on va pouvoir se déployer là-dedans. Alors ça demande un challenge un peu plus important de R&D et donc on participe au projet Compatible pour ça. Très bien, donc dans cette démarche, aujourd'hui vous êtes ouvert vers le cloud. Est-ce que vous pensez que réellement le positionnement en tant qu'éditeur, c'est-à-dire plus ou moins le niveau par rapport à la couche de décision, par rapport aux fonctionnels et par rapport à, aux utilisateurs finaux, donc est-ce que vous pensez que justement vous êtes à différents niveaux, même si c'est vrai qu'on peut dire en termes de profondeur, vous pouvez vous retrouver au niveau du système d'information. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai jeu ? C'est-à-dire quand moi je suis un éditeur qui suis plus proche du front client, est-ce que le cloud est pas plus préjudiciable que quand je suis un éditeur intégré en fait avec d'autres solutions qui sont compatibles ? Est-ce que ça vous semble quelque chose de difficile aujourd'hui dans votre stratégie ? Non, bon, écoutez, c'est une bonne question, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, et c'est pas seulement côté éditeur, c'est aussi côté client, c'est aussi côté utilisateur. Et je veux dire aussi qu'il y a des business qui se prêtent à plus et très rapidement à déployer dans les clouds. Donc, par exemple, nous on les voit aujourd'hui, je donne un exemple concret, c'est le business des assurances. Il y a énormément en Europe des brokers en assurance, quoi. Donc évidemment, ces gens-là, ce qu'ils essayent, c'est de mutualiser leurs solutions et d'en avoir une seule installation et pouvoir la partager entre différents de l'assurance avec lesquels ils travaillent, quoi. Donc ils nous sollicitent, nous, dans ces cas-là. Ils veulent que, par exemple, Bonita, ils veulent utiliser notre solution pour la déployer une fois et avec des capacités multitenants pour pouvoir offrir des services à différents clients, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement… De notre côté, on a une solution plutôt métier, parce qu'on est en train d'attaquer les couches hautes, on est là pour automatiser les processus de l'entreprise. Donc, il y a une partie qui est moins visible aux utilisateurs finaux, donc qui est déployable sur le web, mais il y en a une. Et en fait, si les clients ils ont un vrai besoin justement d'avoir ces partages, des mutualisations, donc c'est les premiers qui vont dans les clouds, quoi. Donc, juste pour matiser ma réponse, je pense que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des besoins de nos clients, quoi. Et il y a des clients qui sont aujourd'hui prêts et qui voient tout de suite l'intérêt d'utiliser selon communauté dans les clouds, quoi. Et vous, pour vous ? Alors, nous, ce qu'on pense, c'est le cloud, il y a plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu commercial et de stratégie commerciale. C'est pas tout à fait les mêmes clients qu'on va retrouver en cloud et les clients qu'on va retrouver en software, en open source, en on-premise. On va plutôt avoir des gros clients. Les sources de revenus vont plutôt être sur des clients assez importants, de taille assez importante sur la partie software, et on va plutôt targeter des petits groupes de travail indépendants ou des petites entreprises sur l'aspect cloud. Donc de ce point de vue-là, déjà, c'est une opportunité, mais c'est aussi une stratégie un peu différente commerciale. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'était pas forcément aussi intéressant il y a quelques années d'y aller. C'est de plus en plus intéressant. Plus son produit est mature, plus c'est intéressant d'y aller. Parce qu'en fait, les petites entreprises peuvent être aussi exigeantes, mais ne sont pas capables de mettre autant de moyens. Donc elles veulent un produit aussi fini que la grande entreprise, sans être capable d'aller mettre un peu de service pour boucher les trous, pour mettre en place l'implémentation parfaite pour l'entreprise. Donc ils veulent des produits beaucoup plus finis. Donc par exemple, à mon avis, chez Bonita, ils vont vouloir des outils encore plus faciles d'utilisation parce qu'on ne pourra pas compléter par du service. C'est-à-dire que la petite entreprise ne veut pas compléter par du service. Elle n'a pas les moyens de compléter l'offre par du service. Donc elle veut quelque chose de beaucoup plus fini. Donc finalement, il faut avoir fait un peu plus de R&D
pour s'adresser à ce marché-là. Donc ça, c'est un premier enjeu. Deuxième, et après, c'est une opportunité commerciale pour les éditeurs open source. L'avantage d'une offre cloud, c'est que le client va plus poser la question de je prends le support ou je prends pas le support. Qui dans l'open source est une question qui peut revenir. Je peux utiliser le produit open source, je peux utiliser la version gratuite par rapport éventuellement à une version payante si elle existe. Je prends le support ou je prends pas le support. Cette question se pose plus dans le cloud, donc on va pouvoir peut-être garantir plus de revenus par rapport à la stratégie commerciale. On va avoir plus de visibilité sur le revenu. Donc c'est une vraie opportunité commerciale pour les éditeurs open source. Après le dernier élément, c'est est-ce qu'il y a obsolescence de la stratégie open source dans le monde du cloud. C'est-à-dire que le client peut dire moi je m'en fous, c'est pas important pour moi open source ou pas. Et là je pense qu'aujourd'hui on est plutôt dans une phase où c'est pas très important pour les clients, mais je pense que comme dans le software, petit à petit, on va revenir à un moment où ça va devenir très important l'open source dans le cloud, parce qu'il faudra permettre aux clients de pouvoir sortir de la plateforme cloud dans laquelle ils sont rentrés. Aujourd'hui, ils rentrent dans les plateformes sans se poser de questions, quasiment un peu les yeux fermés. Puis un jour, ils vont se rendre compte que ça pose quand même des problèmes quand ils peuvent pas en sortir. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, la particularité de l'open source en termes de déploiement, donc on était sur une économie de service, ça a été redit. Bon, le modèle économique a jamais été encore tout à fait stabilisé, on va dire, mais il se réfléchit énormément. C'est la créativité d'un secteur en croissance. Mais quand vous me parlez de cloud en me disant voilà, moi, je suis content, je vais me garantir une rente quelque part grâce à cette offre-là. Je suis dans une stratégie d'éditeur qui est somme toute classique. Donc quelque part, même si je mets une forme de support et de pré-packaging, je rentre dans une solution. Est-ce que vous pensez que ça va à l'encontre de ce modèle de diffusion qu'est l'open source ? Non, pas du tout. Pour moi, en fait, il y a deux choses. Il y a une chose, c'est la diffusion. Et ça, c'est prouvé depuis des années qu'il n'y a pas meilleur modèle que l'open source pour disséminer, par définition, parce qu'il ne faut pas acheter des licences pour utiliser le logiciel. Et après, il y a comment on fait pour monétiser cette dissémination. Et d'ailleurs, tous les enjeux, c'est ça. En fait, dans tous les éditeurs de logiciels, je pense qu'on est tous pareils. Il y a comment on fait pour maximiser le nombre de personnes qui utilisent notre solution à niveau mondial et comment on fait pour, après, convertir une certaine partie en clients. Donc après, les modèles classiques éditeurs avant les clouds, donc je pense qu'il était bien défini. On a des bons exemples des éditeurs qui marchent très bien dans la vision open source. Les clouds, encore une fois, pour moi, c'est une opportunité pour dire, écoute, il y a certains clients qui peut-être ils n'étaient pas prêts pour certaines utilisations, ou il y a des clients qui veulent faire des économies, et donc évidemment il faudrait adapter l'offre, parce que ce qu'ils veulent, c'est partager, mutualiser des ressources, mais à la fin, ça reste un modèle éditeur, quoi. On va proposer des services, des souscriptions, des packages à nos clients sur l'utilisation de notre solution dans une infrastructure cloud, quoi. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur les points d'avant par rapport à la maturité du cloud, pour dire aussi, il y a la typologie des clients. Pour dire, la perception que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement deux types de clients, ceux qui sont prêts pour les clouds publics et ceux qui sont prêts pour les clouds privés, indépendamment des bonitas, indépendamment des XWiki, indépendamment de la solution qu'ils vont utiliser. On voit plutôt que les gros clients, ils sont plutôt prêts pour les clouds privés. Et ce qui n'est pas une surprise, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont peur du cloud public, c'est parce que ces gens-là, ils ont investi des millions d'euros, des millions de dollars dans du matériel, dans du serveur, donc ce qu'ils veulent, c'est pouvoir utiliser ça, mais avec tous les avantages qu'apportent les clouds en termes de flexibilité, allocation des ressources et autres. Et je pense que c'est plutôt dans les clouds privés aujourd'hui que la bataille elle est en train de se jouer dans un premier temps. Et d'ailleurs, il suffit, je l'ai décidé tout à l'heure, juste regarder le nombre d'entreprises qui viennent de se créer pour justement permettre à des entreprises de créer leur cloud privé. Et qui est derrière ces entreprises-là? On a des exemples comme OpenNebula, on a des exemples comme les gens d'OpenStack, on a des gens comme Nimbula, les anciens d'Amazon EC2, il y a Eucalyptus avec l'ancien PDG de MySQL, donc il est en train de se passer quelque chose, quoi. Et c'est évidemment les clouds publics, il va être présent, mais je pense que la première guerre, il va se jouer dans les clouds privés, quoi. Très bien, et pour vous, Ludovic? Alors c'est vrai, en effet, aujourd'hui il y a un gros enjeu parce qu'on ne peut pas transposer le cloud public comme ça au cloud privé. Aujourd'hui, Google ne propose pas sa plateforme aux entreprises pour qu'elles la mettent chez elles. Il leur propose de tout mettre chez eux. Et il est clair qu'un marché économique ne fonctionne pas uniquement avec 2-3 acteurs. Donc vous ne pouvez pas servir la planète entière uniquement avec 2-3 acteurs. Et c'est un peu ce que voudraient proposer des gens comme Google, Microsoft. Si on va tout vous servir avec 2 boîtes et ça va marcher. Non, le marché économique ne fonctionne pas bien comme ça.
Et donc, cette technologie cloud qui est très intéressante, qui a été développée par des boîtes comme Google, Amazon, elles vont être répliquées par tout un tas de sociétés open source, dont celle qu'a citée Miguel, et elles vont ouvrir le marché. Et ça va changer fondamentalement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de cloud, on parle d'Amazon, on parle de Google, parce qu'ils sont précurseurs. Mais demain, on va parler de technologie standard, et ça va changer beaucoup de choses. Quand on va parler de technologie standard, et qui a des stacks implémentables standards qu'on peut déployer aussi bien en cloud privé qu'en cloud public, vous allez avoir tous les hébergeurs qui vont passer de l'allocation de machines à la virtualisation. Ça c'est déjà le cas. La plupart des hébergeurs sont passés à la virtualisation de serveurs. OVH le fait, Gandhi le fait par exemple en France. C'est pas des grosses sociétés et c'est pas des mastodontes, et ils ont eu les moyens de le faire par eux-mêmes avec des solutions open source, et ils vont passer à l'étape d'après, qui est de proposer des API standards sur des databases distribuées, etc. Et à partir de là, pour des éditeurs comme nous, ça sera beaucoup plus simple de proposer nos solutions de façon standard pour aller aussi bien dans le cloud public que dans le cloud privé. Là, il y a une petite phase de transition, et après, on va avoir un marché très ouvert, alors que là, on est plutôt dans un marché un peu fermé aujourd'hui. On est encore dans un marché où il n'y a pas non plus 36 millions de solutions pour faire du cloud, quoi. Mais justement, pour conclure, donc on voit bien qu'on est dans un modèle un peu plus rente qui va quand même vous simplifier beaucoup la tâche par rapport à des modèles économiques. Juste pour conclure, qu'est-ce qui va garantir que si vous déployez des solutions de cloud, que votre stratégie va énormément vers cette solution-là, vous vous intégrez, l'existence encore de votre solution, j'allais dire de base, pour le gars qui veut simplement l'installer chez lui ou dans son entreprise. C'est-à-dire que quelque part, au fur et à mesure, l'édition, la gestion de la roadmap, elle va se faire dans un sens, dans une techno, dans une implémentation. Est-ce que ça va pas, c'est une question préjugée de ce modèle, je prends la solution en dehors d'un cloud et je la déploie chez moi? Alors, moi je pense non, ça change pas fondamentalement. Aujourd'hui, en fait, et Miguel l'a dit tout à l'heure, la diffusion et les bénéfices de l'open source pour la diffusion, pour faire connaître ce qu'on fait, pour construire la marque, sont établis. Et construire une marque en cloud sans être open source, c'est tout aussi difficile que de construire une marque en logiciel propriétaire sans open source. Et construire une marque en cloud en étant open source, c'est plus facile. Et donc on peut construire sa marque. Et nous, la stratégie cloud d'ailleurs, on la dirige d'abord vers les gens qui nous aiment en open source. C'est-à-dire qu'on propose les services cloud aux gens qui aiment notre solution, qui veulent gagner du temps. C'est-à-dire, prenez notre solution, vous trouvez qu'elle est sympa, vous l'avez essayée, ou on vous a dit qu'elle était bien, et qui vous a dit ça? Des gens qui l'ont essayé en open source. Personne ne leur aurait dit si on avait été pure cloud, on aurait été un acteur parmi des millions. Aujourd'hui, il y a des tonnes d'acteurs cloud non open source, et pour faire leur trou, c'est hyper difficile. L'open source fabrique des fans autour de votre solution, qui sont convaincus que cette solution est forte, elle est validée par les leaders d'opinion, et ensuite elle est déployée en software, en cloud, ça change rien. C'est-à-dire que il faut revenir au fondamental. Ce qui change un petit peu, c'est cette vision de la gratuité qu'avait le client, qui est de dire l'open source c'est gratuit, mais tout le monde sait que c'est faux. Et dans le monde de l'édition logicielle, et que c'est pas ça le bénéfice de l'open source, c'est pas sa gratuité, que le bénéfice de l'open source c'est la liberté, et c'est le fait de travailler en communauté. Et ça, faut absolument le garder, et ça reste un avantage fort. Et c'est vrai que la concurrence des sociétés cloud est différente, parce qu'on était sur des concurrents qui vendaient plutôt cher. Quoique chez nous c'est pas vrai, parce que dans le monde des wikis, nous un plus grand concurrent c'est Atlassian, et c'est pas les prix de Microsoft dans leur solution. Donc ça fait longtemps qu'on est exposé à des concurrents qui vendent pas à des tarifs exorbitants leur solution, et donc pour nous les tarifs des solutions cloud qu'on a en face de nous sont tout aussi sont des concurrents tout aussi sont pas plus des concurrents pas plus difficiles que le sont nos concurrents dans le software. Jonathan, je voulais juste finir avec une phrase, parce qu'en fait c'est une phrase qu'on dit souvent, et je pense que ça s'applique pas seulement à Bonita, et à Bonita Soft, mais aussi à XWiki. On dit souvent qu'on est là pour démocratiser le marché. C'est un peu notre message depuis le début, quoi. Nous on est là pour démocratiser le BPM. J'imagine que le Ludo est là aussi pour démocratiser les wikis, quoi. Et donc pour ça, c'est déjà prouvé, comme on disait, que l'open source c'est un canal magnifique, quoi. Et on commence à voir les résultats. On a des milliers de téléchargements. Qu'est-ce que ça va apporter le cloud? Ça va permettre encore davantage de disséminer la solution. Pourquoi? Parce que dans la partie dissémination, il y a la partie coût, mais il y a aussi la partie facilité d'utilisation.
plus c'est simple à installer, à utiliser, plus il y a l'adoption. Donc, ok, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est tous les matins, on s'élève chez Bonitasoft en disant comment on peut faire pour qu'un logiciel soit beaucoup plus simple à utiliser et à installer. Quoi. Mais si en plus, de ça, tu as une version dans les clouds dans laquelle il faut juste se loguer, s'authentifier et commencer à l'utiliser, c'est encore plus simple. Hein. Donc, ça peut faire que du bien aux éditeurs open source. Quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est juste la prochaine étape de la démocratisation. C'est ce qui va aider à la démocratisation de nos solutions. Quoi. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce débat très intéressant et à bientôt sur Intelligent TV. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Jonathan.